Le sillage du navire anglais éclate sous les coups de canon, mais la fuite est trop rapide. Dans ces quartiers, le capitaine Gibson sort d'un sommeil maladif et alcoolisé, alarmé par le mouvement du navire. Pendant 6 mois, l'équipage anglais de l'expédition corsaire de Gibson, soutenu par les Espagnols, a souffert à l'ancre, attendant des documents et privé des maigres salaires qui leur avaient été promis. Gibson se rend en titubant sur le pont arrière et trouve à la barre son propre second, Henry Avery. Gibson demande à savoir où va le navire, ce à quoi l'audacieux Avery répond « Je suis le capitaine du navire et c'est ma cabine. Vous devez donc sortir. Je suis parti pour Madagascar avec l'intention de faire ma propre fortune et celle de tous les braves qui m'accompagnent. » La navigation honnête avait promis à l'équipage des voyages longs et oppressants pour une nourriture et des salaires dérisoires. C'est ainsi qu'après avoir embarqué Gibson et 16 autres personnes sur un petit bateau, Avery et 80 associés mutins mettent le cap sur Madagascar, où des hommes ordinaires pourront s'emparer de leur fortune à l'aide d'une épée et d'un pistolet. En effet, un compatriote anglais nommé Thomas Tew s'y était aventuré et avait bâti sa légende en pillant les trésors de l'océan Indien. Rebaptisant leur navire The Fancy, les pirates naviguent d'abord vers les eaux tropicales du Cap Vert pour se ravitailler. Là, le capitaine Avery a attaqué 3 navires marchands anglais pour s'emparer de bœufs salés et de poissons, présentant à leurs équipages appauvris un arrangement apparemment égalitaire. S'ils se joignaient à lui, le code des pirates stipulait que leur butin serait divisé en structures claires et équitablement réparties, et que les capitaines injustes pourraient être évincés. La puissance de Avery est limitée par celle de son quartier-maître, Joseph Dawson. 9 marins anglais montent à bord et les pirates naviguent bientôt dans les eaux turquoises de l'Afrique de l'Ouest. Le capitaine Avery connaissait bien cette côte des esclaves. Après un passage dans la Royal Navy, il avait gagné sa vie ici en achetant des personnes aux chefs africains et en volant souvent aussi les marchands d'esclaves. Des hommes et des femmes ont imploré la pitié de Avery, qui les a enchaînés sous le pont pour qu'ils meurent de faim et se vautrent dans leurs propres déchets. Des mois plus tard, il repêchait les survivants pour les vendre et les faire souffrir jusqu'à la fin de leurs jours dans les plantations des Antilles. Henry Avery revient sur cette côte sous d'autres prétextes. Il hisse le drapeau anglais dans un port verdoyant et un groupe de villageois guinéens sortent bientôt de l'eau et montent à bord pour faire du commerce. Les pirates les dépouillent de leur or, les enchaînent et les réduisent tous en esclavage. L'équipage poursuit sa route vers le sud, s'arrêtant pour retirer les ponts superflus du navire, si bien que le Fancy devient l'un des navires les plus rapides de l'Atlantique. Grâce à sa nouvelle vitesse, Avery poursuit 2 navires corsaires danois et lâche un violent torrent de coups de canon. Les Danois se rendent et abandonnent 40 livres d'or, des coffres de tissu fin, de l'ivoire, des canons et 50 grands tonneaux d'eau-de-vie. 17 corsaires se joignent à l'équipage. Après des mois de voyage, le Fancy a atteint des vents frais qui lui ont permis de passer devant des groupes de baleines en train de se briser et de contourner le cap de Bonne-Espérance. Enfin, l'équipage a repéré un port lointain et amical, les côtes de Madagascar, qui abritent des colonies maritimes de voleurs et de tueurs, des repères de pirates. Les hommes ont retrouvé leurs jambes de terre à terre, s'empiffrant joyeusement de l'eau-de-vie volée. Au cours des mois suivants, l'équipage explore la jungle et rencontre des indigènes malgaches qui lui échangent du bétail contre des fusils. S'aventurer loin de ces côtes comportait des risques, car la Compagnie anglaise des Indes orientales patrouillait dans ces mers. Ces navires bien armés livraient chaque année la fortune de l'Angleterre en thé, textiles et épices en provenance d'Indonésie, de Chine, de Perse et du grand empire moghol de l'Inde. Les profits exponentiels remplissaient les poches des nobles anglais, si bien que la Compagnie des Indes orientales devint à la fois un monopole commercial privé et un véritable État-nation agissant au nom du roi d'Angleterre, revendiquant violemment des territoires étrangers avec sa propre armée de mercenaires et sa propre marine. Les concurrents ou les pirates qui menacent le commerce de la compagnie sont punis. 3 navires de la compagnie ont aperçu le Fancy recherché après que Avery a attaqué un navire pirate français et recruté 40 membres de son équipage. Ils se sont lancés à sa poursuite, mais ont signalé que le Fancy modifié navigue si fort maintenant qu'il ne craint pas ceux qui le suivent.
Ce navire ira sans aucun doute en mer Rouge, ont-ils prévenu, ce qui provoquera d'infinies clameurs en Inde. En effet, de l'embouchure de la mer Rouge, une flotte de pèlerins revenait de la Mecque, chargée de trésors et de concubines du monde islamique, à destination de l'Inde. Ces élégantes classes dirigeantes se parent de pierres précieuses et d'or. Le navire le plus grand et le plus précieux du convoi appartenait à l'empereur moghol lui-même, Aurangzeb. Il était appelé le Ganj-i-Sawai ou le Gunsway. Après avoir contourné la corne de l'Afrique, Evri a atteint le port de Maïd, en Somalie. Les habitants ayant rejeté ses offres de commerce, les pirates ont mis le feu à la ville. Les civils se sont dispersés et il a été rapporté qu'Evri s'est vengé en démolissant leur mosquée sacrée. En août 1695, il se rendit sur l'île volcanique de Périm pour y attendre la flotte du trésor moghol, où il découvrit que 5 autres équipages de pirates étaient arrivés avec les mêmes intentions. À la barre d'un navire, appelé Amity, se trouve la légende elle-même, Thomas Tew. Les capitaines se réunissent en un conseil de pirates bruyants, à l'issue duquel ils s'engagent à honorer Henry Evri en tant que capitaine d'une flotte de pirates combinée, 6 navires et plus de 400 hommes. La nuit tombée, la flotte moghole est à l'abri et le convoi se faufile en haute mer. Cependant, ces navires les plus redoutables et les plus chargés de trésors, le Fateh Muhammad et le Gunsway, sont toujours à la traîne. Les pirates se lancent à leur poursuite. Thomas Tew hisse le drapeau noir contre le Fateh Muhammad, mais les Moghols ripostent. Un boulet de canon déchire l'abdomen de Tew. Ses entrailles se répandent dans ses propres mains et il s'effondre mort. Le Fateh Muhammad emprisonne une partie de son équipage et poursuit sa route jusqu'à ce que, quelques nuits plus tard, une forme noire apparaisse devant lui. Le Fancy ouvre le feu sur le Fateh Muhammad et, après une certaine résistance, les Moghols se rendent. Chacun libère ses prisonniers et pille son trésor, mais la véritable fortune, le Gunsway, continue de naviguer. Les pirates se lancent à leur poursuite à pleine voile. À bord du Gunsway, les Moghols aperçoivent le petit Fancy. Ils sont presque 5 fois plus nombreux que l'équipage des pirates et possèdent 2 fois plus de canons. Pourtant, Evri ne peut résister. Il réclame une attaque de front. Le Gunsway absorbe la volée et les Moghols se préparent à riposter. Cependant, l'un de leurs canons fonctionne mal et explose. Les artilleurs mutilés sont retirés des flammes, tandis que les Moghols se précipitent sur le pont principal. Chacun lance une nouvelle salve, et un boulet de canon fatal frappe le mât principal du Gunsway. Le gréement bascule et se brise, tandis que les navires d'Evri se rapprochent. Les pirates commencent à escalader le Gunsway de tous les côtés. Ils chargent à travers des panaches désespérés de fumée de canon et affrontent sauvagement leurs défenseurs moghols à coups d'épée. Après des heures de combat, la Gunsway capitula. Chacun a vu ces pirates brûler et torturer des marins indiens jusqu'à ce qu'ils avouent l'emplacement de tous les trésors cachés à bord. Des cadavres béants décoraient le pont exsangue, et c'est là que gémissaient les femmes pèlerines, sur lesquelles les pirates se sont acharnés pendant des jours. Plusieurs femmes se sont égorgées ou noyées pour éviter les mêmes dépravations. Des tonnes d'émeraudes brillantes, d'or arabe, d'ivoire et de soie ont été fièrement transportées du lieu de ce massacre jusqu'au Fancy. C'était peut-être le trésor le plus précieux jamais volé. Chacun prit sa part massive, et le quartier-maître Dawson divisa le reste. Plus d'une vie de salaire de marin pour chaque homme. Le Gunsway, souillé, est rentré au port quelques jours après l'attaque. Les Moghols réclament justice et accusent la Compagnie des Indes orientales d'être responsable du fléau des pirates anglais dans leur mer. Soucieuses de préserver leurs intérêts commerciaux, l'Angleterre et la Compagnie cherchent à capturer Evri et à se décharger de toute culpabilité, mais il est perdu en haute mer. Les pirates s'arrêtent brièvement pour acheter 90 esclaves près de Madagascar, puis pour chasser les tortues de mer avant de traverser l'Atlantique. 7 mois plus tard, le Fancy navigue dans la baie tranquille de Nassau. Evri se fait passer pour un marchand d'esclaves et soudoie le gouverneur en lui offrant des coffres d'or et le Fancy lui-même en échange d'une cachette sûre. Pendant des semaines, les pirates échangent des pièces contre du rhum dans les tavernes décrépites de Nassau. Mais en temps voulu, les proclamations des lords de justice d'Angleterre se répandent à travers les mers. Nous ordonnons à tous les amiraux, capitaines et autres officiers de Sa Majesté en mer de saisir et d'emmener Henry Evri et ceux qui sont avec lui sur le navire pour les punir comme des pirates en haute mer. Une énorme prime est fixée
et l'équipage du Fancy se dissout. Certains restent à Nassau, la plupart se dirigent vers les régions corrompues des 13 colonies. Le capitaine Avery achète un petit navire avec quelques-uns de ses hommes et reprend la mer. On a dit plus tard que, dans les champs verdoyants d'Irlande, Avery s'est séparé de son équipage. Il dit à certains qu'il se rend seul en Écosse, à d'autres, il dit à l'Angleterre. Le destin d'Henry Avery est devenu, dans les années qui ont suivi, une histoire racontée sur les ponts des pirates, une histoire de marins entonnée dans les tavernes de Bicoque ou griffonnée dans les pages douteuses de livres populaires. Certains ont dit que Avery avait dilapidé sa richesse, qu'il s'était enfui avec une princesse moghole, ou qu'il gouvernait désormais une colonie libre de pirates, à Madagascar. Les preuves de son existence n'ont jamais été apportées. L'année même de la disparition de Avery, Joseph Dawson et une poignée de membres de l'équipage qui avaient regagné la Grande-Bretagne ont été conduits au quai des exécutions de Londres pour répondre de leurs crimes. Avant la potence, l'un des pirates s'adresse à la foule enthousiaste. L'équipage méritait la mort et les traitements inhumains et les tortures impitoyables infligées aux pauvres Indiens et à leurs femmes affectent encore mon âme. Pour certains, les pirates n'avaient pas trahi un code héroïque en réduisant des innocents en esclavage, en les assassinant et en les molestant, mais plutôt en exposant ces professions de liberté gonflées d'esprit comme des platitudes sordides, des atrocités maritimes présentées comme une résistance courageuse. Ils ont tous été pendus, lentement étranglés par de courts nœuds coulants. Leurs cadavres sont restés suspendus à la marée et se sont desséchés en forme macabre sur la côte grise. Ailleurs, dans un coin invisible du monde, Henry Avery et sa part du trésor n'ont jamais été retrouvés. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.